Je vous ai parlé de la consigne qui a été envoyée au préfet le 29 décembre. Mais le 30 décembre, c'est-à-dire hier, entre Noël et le jour de l'an, savez-vous ce qu'a fait M. Blanquer? Il a trouvé rien de mieux que de nommer comme chef de cabinet M. Nicolas Baïs. Qui est M. Nicolas Baïs? C'est le compagnon de Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, dont il était le chef de cabinet. Il a dû quitter ses fonctions de chef de cabinet quand on s'est aperçu que Mme Runacher, lorsqu'elle a voulu aller se présenter au régional il y a quelques mois, a donné l'adresse de ce monsieur. Et donc, il y avait une incompatibilité au regard des règles qui font qu'on ne peut pas embaucher dans son cabinet quelqu'un de sa famille ou un compagnon. Ce monsieur a essayé de se recaser entre-temps chez le leader mondial des semi-conducteurs, Soitec, mais là encore, les conflits d'intérêts, du fait de ses fonctions passées, étaient patents et évidents. Donc, il n'a pas pu le faire. Eh bien, au nom du copinage, M. Blanquer en fait son nouveau chef de cabinet, là, entre Noël et le jour de l'an. J'imagine que ce genre de copinage relève de la méritocratie républicaine. Oui, c'est toujours des nominations qui interrogent. Après, on ne connaît pas les raisons, elles ne seront pas certainement annoncées, mais c'est évident que vous dites, François, que c'est ça qui crée la défiance, en fait. Oui, enfin, ça crée la défiance, c'est rien de le dire, mais enfin, ce qu'on a vu ces quelques mois dans ce cas précis, c'est qu'on a quelqu'un qui est un dissimulateur, qui a essayé ensuite de faire du pantouflage et qui n'a pas pu le faire parce que la haute autorité sur la transparence de la vie publique s'y est heureusement opposée, sinon il y aurait eu des conflits d'intérêts patents. Eh bien, celui qui vient à la rescousse, c'est le copain M. Blanquer, qui vient le nommer en tant que chef de cabinet. Je ne sais pas ce que le ministère de l'Éducation nationale a à y gagner. Voilà. Moi, en tant qu'enseignant, je vous le dis, j'ai un peu l'impression d'être pris une fois de plus, à la fois sur cette nomination, mais également sur tout ce que je vous ai dit pour la rentrée, pour un imbécile. Et je me demande réellement quelle est la motivation que je vais arriver à trouver dans 48 heures pour aller me retrouver devant. Ouais. Peut-être, parce que comme vous le savez, la rentrée scolaire va intervenir dans 3 jours maintenant. Alors, bon, je ne remets pas en question le fait qu'il faille recommencer l'école. Je note que certains pays ont décidé de reporter la rentrée. Le Québec, par exemple, encore hier soir, a annoncé qu'il reportait la rentrée de 2 semaines. Mais si on maintient la rentrée à la date prévue, malgré le raz-de-marée au Micron, comme l'a dit monsieur Véran, il devrait y avoir des mesures qui seraient mises en place. C'est ce qu'a annoncé en tout cas M. Blanquer il y a 48 heures. Sauf qu'il a réuni les organisations syndicales avant-hier. Et ce qu'il a annoncé à ce moment-là, c'est que le protocole sanitaire qui sera en place le jour de la rentrée sera le même que celui que nous connaissions à la sortie, c'est-à-dire avant même qu'il y ait la vague Omicron. Il a été incapable de préciser ce qu'il avait annoncé au micro de vos collègues du service public le matin même, à savoir qu'il y aurait besoin de 2 ou 3 tests pour revenir à l'école, ou de plusieurs tests, on ne sait pas combien, on ne sait pas sur quelle durée. Autrement dit, c'est un protocole fantôme, il y a un flou absolu qui règne, et il n'y a absolument rien qui est mis en place, mais rien qui est mis en place depuis 18 mois. Entendez bien que c'est le 29 décembre, c'est-à-dire il y a 2 jours exactement, que M. Blanquer a demandé au préfet de prendre des dispositions pour aider à la mise en place de capteurs de CO2 dans les établissements scolaires. Le 29 décembre 2021. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. En Italie, par exemple, ils ont décidé de doter tous les enseignants et tous les élèves de masques FFP2 au regard de ce qui se passe avec le variant Omicron. En France, rien. Il y a toujours quelques pauvres masques en tissu qui ne fonctionnent pas bien pour les enseignants. Et donc toujours pas de protocole. Ça, c'est sur le fond. Et si vous permettez, je mets un mot sur quelque chose qui ne relève pas de l'anecdote. Je vous ai parlé de la consigne qui a été envoyée au préfet le 29 décembre. Mais le 30 décembre, c'est-à-dire hier, entre Noël et le jour de l'an, savez-vous ce qu'a fait M. Blanquer? Il a trouvé rien de mieux que de nommer comme chef de cabinet M. Nicolas Baïs. Qui est M. Nicolas Baïs? C'est le compagnon de Agnès Pannier-Runacher, la ministre de l'Industrie, dont il était le chef de cabinet. Il a dû quitter ses fonctions de chef de cabinet quand on s'est aperçu que Mme Runacher, lorsqu'elle a voulu aller se présenter au régional il y a quelques mois, a donné l'adresse de ce monsieur. Et donc, il y avait une incompatibilité au regard des règles qui font qu'on ne peut pas embaucher dans son cabinet quelqu'un de sa famille ou un compagnon. Ce monsieur a essayé de se recaser entre-temps chez le leader mondial des semi-conducteurs, Soitec, mais là encore, les conflits d'intérêts, du fait de ses fonctions passées, étaient patents et évidents.
Donc, il n'a pas pu le faire. Eh bien, au nom du copinage, M. Blanquer en fait son nouveau chef de cabinet. Là, entre Noël et le jour de l'an, j'imagine que ce genre de copinage relève de la méritocratie républicaine. Oui, c'est toujours des nominations qui interrogent. Après, on ne connaît pas les raisons, elles ne seront pas certainement annoncées, mais c'est évident que vous dites, François, que c'est ça qui crée la défiance, en fait. Oui, enfin, ça crée la défiance, c'est rien de le dire, mais enfin, ce qu'on a vu ces quelques mois dans ce cas précis, c'est qu'on a quelqu'un qui est un dissimulateur, qui a essayé ensuite de faire du pantouflage et qui n'a pas pu le faire parce que la haute autorité sur la transparence de la vie publique s'y est heureusement opposée, sinon il y aurait eu des conflits d'intérêts patents. Eh bien, celui qui vient à la rescousse, c'est le copain M. Blanquer, qui vient le nommer en tant que chef de cabinet. Je ne sais pas ce que le ministère de l'Éducation nationale a à y gagner. Voilà. Moi, en tant qu'enseignant, je vous le dis, j'ai un peu l'impression d'être pris une fois de plus, à la fois sur cette nomination, mais également sur tout ce que je vous ai dit pour la rentrée, pour un imbécile. Et je me demande réellement quelle est la motivation que je vais arriver à trouver dans 48 heures pour aller me retrouver devant. Ouais. 3 points rapidement sur ces deux. Le premier, sur ce que vous évoquez, la question du quoi qu'il en coûte, qui de fait va être un enjeu majeur de l'élection présidentielle, pas tant sur le quoi qu'il en coûte lui-même, que sur la manière dont ça va être géré et traité par la suite. Il y a tous ceux qui disent, à mon sens à juste titre, que cette dette est irremboursable, qu'elle n'a pas à être remboursée et qu'il suffira de la faire rouler. Et puis il y a ceux qui vont décider d'instrumentaliser la question du quoi qu'il en coûte qui a eu lieu ces 2 dernières années pour remettre en place plus encore des politiques d'austérité au lendemain de l'élection présidentielle, ce qui est très exactement le schéma qui se dessine pour M. Macron, qui souhaite continuer à casser la protection sociale et tout le bien public que nous avons. Ça, c'est le premier point. Je crois que c'est l'un des enjeux de l'élection présidentielle, la manière dont sera traité le quoi qu'il en coûte. Deuxième point, vous évoquiez la question démocratique de l'élection présidentielle. Nous sommes effectivement à 100 jours du scrutin. Ce que je crois profondément, c'est que M. Macron, tant qu'il n'est pas officiellement candidat, il ne peut pas l'être encore pour l'instant, souhaite mettre la campagne sous cloche. C'est ce qu'a annoncé M. Castex quand il a dit qu'il va tendre le même piège que celui qu'a tendu M. Macron, mais de manière inversée, lors des municipales. Vous vous souvenez, au tout début de la pandémie, M. Macron avait réuni toutes les oppositions qui ont sauté à la corde et qui ont dit avec lui, oui, il faut maintenir les municipales parce que c'est très important pour nous, alors même que tout le monde avait bien compris que d'un point de vue sanitaire, c'était totalement, et d'un point de vue démocratique, c'était totalement aberrant. Ben là, cette fois, M. Castex et M. Macron ont dit qu'ils allaient réunir les oppositions pour leur faire avaler le fait qu'il va falloir mettre la campagne sous cloche et que finalement celle-ci ne sera qu'un sprint qui favorisera et arrangera M. Macron. Et dernier point, c'était dit dans la présentation tout à l'heure, les vœux, forcément, ce soir, vont aborder la question de l'Union européenne. Non pas parce que M. Macron va devenir président de l'Union européenne ce soir, il va encore nous raconter des histoires et faire comme s'il avait beaucoup plus de pouvoir qu'il n'en aura à partir de demain, 1er janvier. Il ne va pas devenir même président du Conseil européen, ça c'était le cas quand c'était M. Sarkozy, il y a 10 ans, ou enfin, il y a 13 ans même, qui avait pris à l'époque la présidence de l'Union européenne. Il va être président du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est-à-dire, c'est rien. Un président du Conseil européen, il y en a un, il est permanent maintenant. C'est M. Michel, l'ancien Premier ministre belge. Monsieur Macron, lui, il va être rien du tout. Le Conseil de l'Union européenne, c'est par thématique les ministres qui se regroupent et finalement, c'est les ministres qui deviennent présidents des différentes réunions. Donc, M. Macron, il va juste avoir à gérer les affaires courantes de l'Union européenne dans les 6 mois qui viennent, même dans les 4 mois qui viennent. On sait qu'il a refusé une inversion du calendrier qui lui a été proposée parce que les Européens se sont dit quand même, c'est pas forcément le meilleur moment que de filer la présidence du Conseil de l'Union européenne à la France alors qu'elle a son élection présidentielle et que donc elle va être paralysée par la campagne, puis par le changement des ministres en cours de route alors même qu'ils sont censés piloter ces différents groupes de travail. Monsieur Macron, lui, a refusé ce qui était pourtant, d'un point de vue concret et factuel, le plus admissible et le plus simple, parce qu'il veut se servir de cette tribune et il veut se donner encore un rôle qu'il n'aura pas. Parce qu'au final, je vous le dis, il ne gérera que les affaires courantes. Ça lui servira seulement à faire des beaux discours et à faire avancer sa théorie de la souveraineté européenne, ce transfert de la souveraineté populaire qui s'exerce dans le cadre national vers une impensable et inexistante aujourd'hui souveraineté européenne qu'il veut créer de facto.